Numéro bis. Serge. D'accord. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de Taco, sauce algérienne. You win. Perfect. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau. On va parler de la force d'Obélix, à l'aide notamment du film Astérix Mission Cléopâtre, réalisé en 2002 par Alain Chabat. L'époque où les comédies françaises étaient autre chose que Cringe qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou Aladdin avec Kev Adams dans le premier rôle. Et oui, en ces temps reculés, les adaptations de BD au cinéma étaient d'une autre trempe que les vacances de mort de Ducobu ou les profs avec putain de merde encore Kev Adams dans le premier rôle. Bref. Astérix et Obélix, plus besoin de présenter, c'est le patrimoine. Et même si ça devient bizarre qu'on se passionne pour une BD pour enfants, ça reste un grand classique qui parle à tout le monde, des vieux du Jurassique jusqu'au 6ème biberonné à TikTok, avec les dernières adaptations en film d'Alexandre Astier par exemple. Donc Obélix, tout le monde le situe, grand, roux, qui est tombé dans la potion magique quand il était petit, ce qui lui donne en permanence une force Considérable. Voyez plutôt. parce que c'est quelqu'un de simple, il est un peu la risée de tout le monde, et on se plaît à se moquer de lui. Et en vrai, ça me casse les couilles, parce qu'en fait, heureusement qu'il vit sa vie tranquille et simplement, à tailler des menhirs et à grailler des sangliers. Parce que si jamais il se rend compte qu'il peut piller n'importe qui en deux, que s'il voulait il pourrait mettre à genoux la moitié du monde connu, je vous prie de croire que les mecs rigoleraient beaucoup moins. Putain, imaginez seulement si Obélix avait eu l'ambition d'un Napoléon. Ça lui prendrait une grosse matinée à péter la gueule de César et ses Romains, et sans doute pas plus d'une semaine pour faire du monde sa Mais bon, il est sympa, il fait sa vie, il met quelques baffes, ce qui est d'ailleurs excessivement gentil quand on a la force de démembrer n'importe quel kidam qui viendrait péter les noix. Alors parlez mieux d'Obélix, parce qu'il nique des mères, et priez pour qu'il ne lui prenne pas l'envie de soulever la vôtre. Mais du coup, la vraie question est bien, combien de darons peut-il soulever? À votre avis, à quel point il est fort ce brave Obélix? À quel point Eddie Hall ou la montagne serait ridicule par rapport à lui? Combien de trames de TGV peut-il porter avec ses gros bras gavés de potions magiques? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions en s'appuyant sur cet extrait. Bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, le sphinx de Gizeh pèse lourd sa mère, la race de sa grand-mère. Environ 20 000 tonnes, mais dans cette scène, il arrive à le soulever. Bon, la vérité véritable, c'est qu'au vu de certains plans, on peut légitimement supposer qu'il s'agit en réalité d'un sphinx Wish, de plus petite dimension et sans fondation. Et il ne le soulève pas à proprement parler, mais le met en rotation autour d'un axe, dans la mesure où il n'y a que ce côté qui bouge, il a l'air de faire un truc plutôt dans ce genre-là. Vous verrez que cette distinction va être importante pour la suite. Mais tout d'abord, penchons-nous sur ce sphinx au rabais. À partir de la taille de Gérard Depardieu, on peut retrouver les grandes dimensions caractéristiques de ce monument, et en dresser un modèle. On veut son volume approché pour en déduire sa masse, mais aussi la position de son centre de gravité à une vache près. On cherche un ordre de grandeur, donc pas besoin d'être ultra précis pour une fois. On découpe le sphinx en 4 parties, le dos, qui fait le gros du volume, la tête et les 2 pattes. On modélise la tête et les 2 pattes par des pavés droits, avec ses dimensions, et le dos par un lingot de section transversale en trapèze isocèle de telle dimension. Les calculs de volume sont faciles, ce sera l'aire de la base fois la hauteur, ou l'aire d'une section transversale fois la longueur. En ce qui concerne leur centre de gravité, c'est très simple pour les pavés droits, qui présentent 3 plans de symétrie dans leur répartition de masse, et il est évident que leur centre de gravité est confondu avec le point d'intersection de ces 3 plans. Pour le lingot, on en a 2, donc on sait les coordonnées du centre de gravité en termes de longueur et largeur. Il ne nous manque plus que la hauteur. On connaît cette formule pour trouver le barycentre d'un trapèze, on l'applique et on trouve finalement la hauteur. Voilà, on a tous les bouts de notre chose de Frankensphinx. On peut en déduire sa masse totale approchée en multipliant son volume par la masse volumique de la roche utilisée, en l'occurrence une roche calcaire, donc environ à 2700 kg par mètre cube. Soit une masse de 6500 tonnes, ce qui est environ un peu plus de 3 fois moins la masse du vrai sphinx. Et on obtient les coordonnées de son centre de gravité en pondérant les coordonnées des centres de gravité de ces différentes parties par leur masse. C'est un peu un calcul de moyenne de collégien,
Sauf qu'en fait de coefficients, on a des masses. Bon, c'est bien malin d'avoir tous ces trucs, mais en quoi ça nous avance? Eh bien, on va revenir à la précision de tout à l'heure sur la mise en rotation du sphinx, autour de cet axe. On va pouvoir appliquer la loi du moment cinétique et en déduire la force déployée par le petit père Obélix. Mais avant, je vais expliquer ce que c'est qu'un moment. C'est également ainsi qu'on appelle une grandeur physique qui traduit la rotation au pouvoir de mise en rotation de quelque chose autour d'un point ou d'un axe. Il peut être cinétique, d'une force, magnétique ou d'inertie, bref, c'est une quantité mathématique qu'on utilise pour faire des calculs avec des trucs qui tournent. Donc, que nous dit cette loi du moment cinétique? Eh bien que la dérivée du moment cinétique du système, qui s'écrit aussi J, le moment d'inertie, fois d de oméga sur dt, l'accélération angulaire, est égale à la somme des moments des forces s'appliquant au système. Bon, ça fait beaucoup de moments différents, et ça peut rapidement devenir extrêmement compliqué d'un point de vue analytique, surtout à cause de J, qui devient très long à calculer dès lors que la géométrie du système devient un peu complexe. Pour se simplifier la vie, on va supposer que l'accélération angulaire est nulle, dans la mesure où Obélix semble soulever le sphinx à vitesse constante. On a donc que la somme des moments des forces doit s'annuler. On dresse donc un bilan des forces s'appliquant au système, on a le poids, P égale mg, s'appliquant globalement à son centre de gravité, la réaction du support, c'est-à-dire du sol, à ne pas oublier, s'appliquant le long de cette arête et qui représente le fait que le sphinx ne s'enfonce pas dans le sol. Et finalement, on a la force F d'Obélix, s'appliquant ici, celle qu'on cherche à calculer. Et les moments des forces alors? Déjà, un moment n'a de sens que si l'on précise l'axe ou le point par rapport auquel on le calcule. Ici, tous les moments seront calculés par rapport à l'axe delta, l'axe autour duquel tourne le sphinx. On trouve le moment des forces par rapport à delta par leur définition. M est égal à OA, produit vectoriel F, avec A le point d'application de la force. On peut simplifier un peu cette expression en la rendant plus visuelle, en disant que le moment d'une force est égal à cette force fois son bras de levier par rapport à l'axe et d'un signe positif ou négatif suivant que cette force tend à faire tourner le système dans le sens direct ou indirect dans le référentiel. Tous les profanes ont dû se barrer et tous les initiés doivent se dire que je leur casse les couilles à leur rappeler des bases. Enfin bref, pour faire très simple, avec un exemple très terre à terre, la porte. Comme chacun sait, il s'agit bien d'un truc qui tourne. Donc il y a un moment où interviennent des moments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le moment d'une force traduit le pouvoir de mise en rotation du système considéré. Ici, la porte, et l'on peut aisément remarquer que si je pousse avec la même force la porte ici ou ici, la mise en rotation n'est définitivement pas la même, à cause du bras de levier, plus faible dans ce cas-ci que dans ce cas-là, et même carrément nul si l'on pousse directement sur l'axe. C'est pour ça qu'Archimède disait « Donnez-moi un bras de levier et un point d'appui et je soulèverai le monde ». Car théoriquement, plus un bras de levier est grand, plus il devient facile de mettre en rotation un système. C'est pour ça que les clés Allen ont cette tête-là, qu'on met les poignées de porte à l'extrémité opposée à leur axe de rotation, et que les trébuchets sont des machines vraiment très pratiques pour assiéger son voisin. On remarque dans notre cas qu'Obélix aura un bras de levier associé à sa force plus important que celui de la force de pesanteur. Donc il lui faudra théoriquement une force moins importante que le poids du sphinx pour le soulever. Dans la mesure où même l'angle de fin est faible, on ne s'intéressera qu'à cet instant, où Obélix vient de vaincre l'inertie du sphinx et commence à le soulever à vitesse constante. Sa force ne sert donc ici qu'à compenser le poids du sphinx. On trouve l'ordre de grandeur de F par le calcul de FL est égal à dmg, avec L la longueur du sphinx et D le bras de levier du poids à cet instant, soit cette longueur. On obtient la force absolument démentielle d'environ 35 méganewtons. On remarque qu'il ne fournit que la moitié du poids du sphinx pour le soulever. En réalité, bien sûr que ce modèle comporte des limites. Ce n'est qu'une première approximation de sa véritable force, qui est vraisemblablement plus importante car elle doit vaincre l'importante inertie du sphinx pour le mettre en rotation. Et vite fait aussi que notre géométrie est très grossière. Genre la gueule du sphinx c'est un cube, c'est Minecraft le bail. Mais ce premier ordre de grandeur nous permet déjà de bien comprendre qu'il faut pas trop faire chier Obélix, sinon il va arriver des bricoles. Va t'arriver des bricoles, je vais prendre le cric, la bombe lacrymogène, attention. Je sais que vous l'attendiez tous. Et comme je vous l'avais promis, je vais vous dire combien de darons Obélix est capable de soulever simultanément. Environ 50 000. C'est genre le poids de toutes les mers de Nantes, ou tous les mers de France. Bordel, c'est l'intégralité des darons d'Échirol, Ponto Combo, Chiltikheim ou encore Houille. Imaginez seulement qu'il soulève d'un coup Houille. Putain, il peut soulever toutes les merdouilles. Par rapport aux mecs les plus forts, les strongman, aujourd'hui, qui hissent péniblement 250 kg à la axel press ou 500 kg au deadlift, Obélix est à peu près 20 000 fois plus fort. Il soulève près de 90 rames de TGV. C'est une machine. La montagne, il en fait du putain de gravier. Voilà, en bref, cette victime d'Astérix devrait pas faire trop le malin, à se foutre de sa gueule et à se la jouer donneur de leçons. Parce qu'en vrai, il se fait plier en deux. Lui, sa mère, sa femme, sa fille. Plus sérieusement, ça nous a permis d'aborder un peu la notion de moment,
qui est cruciale en mécanique et très éclairante au quotidien. Pouce bleu, abonnez-vous, je m'en bats les couilles, et à plus sous les bus.